Bonjour et bienvenue à tous au podcast L'immobilier autrement avec Léa Chebli et Oriane Fruchet. Aujourd'hui, nous sommes dans le volet vendeur, donc on s'adresse à tous nos clients vendeurs et on vous parle d'un sujet qui est assez intéressant, un peu tabou, peut-être un peu controversé si vous voulez, la vente par soi-même. Donc, je pense que Oriane, tu voulais nous expliquer pourquoi c'est un sujet qui est légèrement controversé, comment tu voyais ça de ton côté? Oui, exactement, Léa. Écoute, je pense que quand on se pose la question pourquoi c'est un sujet qui est controversé, on peut avoir deux réponses. Je pense que la première, c'est assez évident, c'est parce que c'est un sujet d'argent. Donc, on sait, dès qu'on parle d'argent, c'est un peu compliqué à aborder, c'est plus tendu. Ouais. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi, quand on parle de ça, on peut sentir qu'il y a certaines frictions. Et je pense que le deuxième point, il est aussi à bien y penser. Je pense que pour certaines personnes, en fait, ça tombe dans leur propre valeur, leur propre identité. Et on sait que quand on arrive à ce stade-là chez quelqu'un, il n'y a plus vraiment de discussion. Donc, par exemple, si toi, Léa, tu as une valeur de famille et que moi, je n'ai pas de valeur de famille, c'est comme parler à un mur, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il y a un clash. Il y a un clash. Donc, je pense que c'est ça qui fait que des fois, sur ce sujet, il est plus difficile à discuter parce que c'est ça, c'est tabou, ça parle d'argent. Et aussi, c'est les valeurs des gens, c'est ce qu'ils croient, c'est parfois même leur identité. Donc, tu imagines bien que tu peux pas... Tu peux faire juste ce que tu peux. Ben oui, surtout qu'en fait, en ce moment, on est deux courtières, on fait beaucoup de ventes, c'est notre activité principale et on va parler de vente par soi-même. Donc, à toute fin pratique, pour nos auditeurs, on va vraiment mentionner du Proprio, qui est la plateforme principale. C'est sûr qu'il y a d'autres manières de vendre par soi-même, une petite pancarte au coin de la rue, un petit numéro de téléphone griffonné sur la fenêtre. Mais la plateforme que tout le monde connaît, c'est vraiment du Proprio. On va en parler. Et juste avant que je te demande le profil de la personne typique sur du Proprio, je voudrais ajouter quelque chose qui va faire rire nos auditeurs. Fun fact, avant d'être courtière, j'étais avocate, je le suis encore, j'ai encore mon barreau et j'ai toujours dit que je détestais les courtiers et que si j'allais vendre, j'aurais définitivement été sur du Proprio. Et qu'est-ce que tu as dit après, quand tu serais sur du Proprio, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, c'est très drôle parce que tu m'avais posé cette question. Je t'ai répondu très honnêtement. Je t'ai dit, Oriane, c'est sûr que je serais arrivée de nulle part. J'aurais été appelée par plein de courtiers. Et je pense que quelques semaines après, un courtier aurait fini par me signer et me mettre sur Centris. Probablement. Probablement. Donc, outre Léa Chebli dans son ancienne vie d'avocate, pour toi, c'est quoi le profil de la personne qui vend par soi-même, qui décide d'aller sur du Proprio? Alors, je pense que je les mettrais dans deux catégories. Je pense que la première catégorie, c'est... Et d'ailleurs, si c'est pour cette raison, spécifiquement cette raison, je pense que la personne, elle pourra changer d'avis en cours de route si elle se fait montrer des faits, si elle voit peut-être l'autre côté de la médaille. Donc, peut-être qu'elle a juste rencontré quelqu'un chez du Proprio, elle n'a peut-être pas regardé de l'autre côté. Donc, je pense que si c'est juste pour cette raison-là, elle pourra probablement changer d'idée. Et donc ça, le premier point, c'est quelqu'un qui se dit « je vais économiser ». Donc pour l'argent, c'est une question d'argent. Une question d'argent, je fais ça, c'est une question d'argent, je vais économiser. Donc quand c'est ce motif principal, je trouve qu'il y a encore possibilité de montrer en fait, et c'est un peu ce qu'on va discuter avec vous aujourd'hui, mais de montrer que c'est pas vraiment comme aussi doré que ça. Donc je pense que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois que là par contre, il n'y a vraiment rien à faire. Et ça revient un petit peu au point que les valeurs. J'ai discuté tout à l'heure, exactement. C'est les valeurs, c'est ce que la personne, elle pense qui est vrai, ce qu'elle pense qui est bon. Et quand on est là, quand tu es dans ce stade-là avec quelqu'un, tu la laisses faire. C'est très drôle que tu dis ça parce que j'avais parlé avec plusieurs coachs pour courtier immobilier, puis je t'avais dit un peu comment ils classifiaient les gens. Donc, ils ont dit, sans que ça soit exactement un tiers, mais il y avait 3 catégories de personnes. Donc, les premières personnes qu'on trouve sur du Proprio, peu après qu'ils commencent leur aventure, ça commence à être très demandant, beaucoup de travail, tellement d'appels, etc. Et très rapidement, dans la première semaine, ils décident d'abandonner puis d'aller avec un courtier. Ensuite, il y avait d'autres personnes, je ne sais pas c'était quoi le délai exact, mais ça prenait quelques semaines, le cheminement se faisait, ils parlaient avec beaucoup de courtiers, puis ils décidaient finalement, après un certain temps, d'aller avec un courtier. Et les derniers, c'est un peu comme les irréductibles gaulois dans Astérix et Obélix, c'est des gens qui n'iront jamais, jamais avec un courtier. Et donc là, on est dans la valeur. C'est ce que tu disais, leurs valeurs, c'est ça. Ils n'iront jamais. C'est pas ça. Maintenant, quelque chose qui est quand même intéressant, du Proprio a une très belle marque, puis tant mieux pour eux, ils ont une belle image de marque. Les gens, on les voit assez souvent. Par contre, quand on s'intéresse aux parts de marché, c'est-à-dire c'est quoi le nombre de ventes qui se font vraiment avec du Proprio,
Je vais te demander, tu es quelqu'un qui n'est pas tant informé. Bon, tu es quand même informé, mais... Je vais te dire ce que moi... Non, mais je vais te dire ce que moi, je pensais quand... Parce que ça fait 5 ans que je fais ça, on m'avait déjà posé cette question, mais je vais te répondre ce que je pensais la première fois qu'on m'a demandé. C'est ça. Ouais. Donc, selon toi, Oriane, quelles sont les parts de marché occupées par du proprio? C'est-à-dire le nombre de ventes faites grâce à du proprio. Ben moi, à ce moment-là, je pensais que c'était autour de 5%. OK, mais c'était quand même... Oui, j'avais eu... je veux dire, c'est pas mauvais. Moi, je serais vraiment curieuse d'entendre nos auditeurs. Si jamais vous voulez commenter en dessous, on est toujours là pour ça, commenter, nous écrire. Je vais quand même vous donner les chiffres dans nos secteurs, c'est-à-dire Montréal, c'est 1%. Et dans la rive sud, donc nous, on travaille vraiment proche de Montréal, Saint-Lambert dans notre secteur, Brossard, Longueuil, Boucherville, c'est 3%. Un peu moins de 3%. Et je pense qu'il faudrait même préciser parce que, Léa, je crois que ça t'est arrivé quelques fois. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai fait plusieurs représentations d'acheteurs sur du proprio. Ouais. Et je me rappelle qu'à un moment, la propriété s'était affichée, donc vendue sur leur site. Mais ça disait pas... toi qui étais dedans. Ça disait pas vendu avec un courtier immobilier, ça disait vraiment vendu. Et je pense que j'imagine que peut-être dans ces chiffres, il doit y avoir quelque chose à doser. Exactement. Donc même dans le 1% dont je te parlais pour Montréal, on compte même pas le nombre de transactions où est-ce qu'un courtier était impliqué. Tout ce qu'on compare, c'est dans la même période, combien de maisons se sont vendues sur Centris pour un secteur et combien se sont vendues sur du proprio. C'est-à-dire que si vous prenez Montréal, disons pour le unifamilial, si la moyenne est 1%, c'est-à-dire que pour toute l'année 2024, si vous avez 100 maisons qui sont vendues avec un courtier à Montréal, vous allez en avoir une qui s'est vendue sur du proprio et effectivement, excellent point, on ne sait pas s'il y avait un courtier acheteur ou pas. Voilà. Toi, je sais que c'est une de tes spécialités. Je ne sais pas si le terme c'est spécialité. Je ne sais pas si c'est une spécialité, mais ça m'est arrivé souvent. Ouais. Donc, c'était là que je me suis rendu compte peut-être qu'il y avait quelque chose avec les chiffres parce qu'on ne voit pas ce côté-là, les courtiers qui amènent sur du proprio. Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment bon de savoir ça. Maintenant, je voudrais qu'on discute un peu par rapport aux faits. Donc là, on a parlé de la part de marché, on a parlé du profil des personnes qui vendent par eux-mêmes, qui sont-ils, qu'est-ce qui est important pour eux. Et je voulais qu'on discute un peu ce qu'on a constaté dans les faits. Donc, on a vu certaines ventes sur du proprio, soit parce qu'on a participé à ces ventes. Sinon, des fois, vu qu'on suit toujours le marché pour nos clients dans nos secteurs, on voit certaines maisons affichées sur du proprio, on voit le prix auquel elles se vendent. Et je trouve que ce qu'on a constaté trop souvent dans les faits, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'il y avait une disproportion. C'est vraiment ce qu'on a vu dans les faits. Oui, absolument, ça peut arriver en faveur des vendeurs. On va vous donner oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Puis des fois en faveur des acheteurs. Donc, c'est vraiment ça qu'on voyait la disproportion. En faveur des vendeurs, donc il y a un exemple d'un immeuble dans lequel on travaille beaucoup. On ne donnera pas l'adresse, mais c'est un immeuble dans lequel on a vendu beaucoup d'unités. Et on a constaté, Oriane, que si on exclut le penthouse qui s'est récemment vendu à plus de 2 millions, l'unité la plus chère de 2 chambres jamais vendue, c'est une unité qui s'est vendue sur du proprio. Exact. C'est quand même assez fou. C'est impressionnant. Donc, je pense que ça montre que c'est pas impossible et ça peut arriver. Mais imagine du côté de l'acheteur, quand il va s'en rendre compte. Parce qu'en fait, pour vous juste resituer sans donner les prix, mais on peut donner les prix. On n'a pas donné l'adresse, on peut donner les prix. Parfait. Donc, c'était le prix affiché. Est-ce que tu te rappelles? Sur du proprio, il était, je pense, à 650, 655. Puis il s'est vendu à 640 000. Exact. Donc, j'imagine que dans la tête de l'acheteur, il s'est dit « Waouh, c'est super ». Et d'ailleurs, il était sans courtier. Ouais. Et donc, il s'est dit « Waouh, c'est super, je fais une offre en dessous du prix. C'est excellent, j'ai réussi, j'ai quelque chose de bon, j'ai quelque chose de bien ». Mais on s'était rendu compte, donc, même avec ce 10 000 qu'il a fait en dessous de l'offre, c'était parmi les... C'était la plus chère de chambre, le plus cher. Et en fait, si on regardait vraiment les comparables, parce que surtout dans les immeubles de Griffintown, c'est vraiment très facile d'évaluer une unité parce qu'elles sont toutes identiques quand elles ont le même numéro, quand elles sont dans la même ligne, selon les étages. Et elle, toi et moi, on l'avait évaluée. Elle valait au mieux 615 000 listées sur Centris. Donc, sans commission, elle aurait dû se vendre quelque chose comme 575 000, 580 000. L'acheteur a payé 640 000. Exactement. Ouais. Et je pense aussi ce qui est arrivé, en fait, parce que c'est un peu ce qu'on avait fait comme conclusion, c'est que les immeubles donc à Griffintown, ils sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous le même standing. Et on peut pas, peut-être qu'il avait qu'il avait un chiffre d'un autre immeuble, mais on peut pas les comparer exactement comme ça.
Donc j'imagine, vraiment sans le savoir, j'imagine que ça a été son raisonnement. Mais malgré ça, il a payé beaucoup trop cher. Ça nous a choqués. Ça nous avait vraiment choqués, ouais. Ça, c'est donc, pour nos auditeurs, c'est un exemple. On veut vraiment essayer d'être le plus objectif possible. Donc oui, ça arrive que ça bénéficie vraiment aux vendeurs, comme dans ce cas-ci. Un autre exemple, je pense, c'est celui-là dont tu parlais. L'année passée, j'avais rencontré une vendeuse sur du proprio qui était, parce que oui, des fois, ça nous arrive. On a même aidé quelques clients sur du proprio à vendre leur maison. Donc, c'était une maison à Greenfield Park qui était listée à 719 000 sur du proprio. Quand j'ai rencontré la propriétaire, elle était prête à la laisser aller pour 710, 715. Il y avait plusieurs personnes qui lui tournaient autour, mais personne qui avait encore fait une offre sérieuse. Finalement, après plusieurs discussions, elle a décidé de lister sur Centris. Tu te souviens à combien elle a vendu? Je peux te le dire. Il va falloir que tu me le dises. À 763 000. Donc, même avec la commission, donc même si on enlève la commission moyenne, ça nous amène quand même à au moins 730 000 qu'elle a eu dans ses poches, tandis que sur du proprio, personne n'arrivait à lui donner son 715 qu'elle voulait ou son 710. Donc, dans son cas, heureusement qu'elle a été sur Centris, elle a été chercher beaucoup plus d'argent pour elle au final. Et c'est ça qui est important. Ouais. Et d'ailleurs, on a d'autres exemples. Là, on a juste fait 2 exemples comme ça. On a vraiment, dans chacun des secteurs dans lesquels on travaille. Là, on avait envie de partager ça avec vous. Mais il y a d'autres cas qui montrent ce qu'on explique. Mais on n'exclut pas aussi que c'est possible de vendre plus cher sur du proprio. Exactement. Donc, le prochain élément dont on voulait discuter avec vous, c'est un élément dont on ne parle pas assez parce que des fois, ce n'est pas tangible. Mais Oriane, je pense que tu as vraiment une bonne notion de ça. Le temps, c'est l'argent. Donc, c'est sûr que quand quelqu'un met un listing sur du proprio, avant même d'être listé, c'est de nombreuses heures. Donc, la collecte de documents, l'analyse des documents, l'analyse des comparables, décider c'est quoi le bon prix, arranger l'appartement, prendre les photos, faire l'annonce, s'assurer que toute la stratégie qu'on a mis de l'avant a du sens. Ouais. Donc, tout ça, c'est vraiment de nombreuses heures et on ne parle même pas de commencer les visites. Donc, toi, comment tu vois cet élément entre l'argent et le temps qu'on est en train de dépenser dans un listing quand on vend par soi-même? Je pense que c'est déjà important d'être honnête avec soi-même si on veut s'embarquer sur cette route. C'est de se dire, OK, est-ce que j'ai quelle personne j'ai en responsabilité dans ma vie? Est-ce que j'ai des parents à m'occuper, des enfants à m'occuper? Parce que quand tu commences à compter tout ça, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Donc, si tu as quelque chose où tu penses que tu vas économiser, il faut que tu calcules la contrepartie. Et la contrepartie, c'est ton temps. Ton temps, il est précieux. C'est la seule chose qu'on n'a pas 2 fois. Donc, il faut vraiment penser à cette contrepartie que vous allez utiliser. Et je pense qu'une autre question que vous devez vous poser, c'est quand tu te demandes qu'est-ce que je veux économiser, tu n'es déjà pas dans la bonne question, dans le bon mindset, tu devrais la changer. Et juste en changeant la question, tu te rends compte que ce n'est même pas les mêmes réponses. Quand tu te demandes qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que j'ai à gagner de faire ça, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être moins que ce que tu pensais que tu allais économiser. Donc, je pense que juste ça, c'est un point de vue, c'est juste une façon d'approcher l'idée, mais déjà, on voit que c'est un peu Absolument. Puis ce que je trouve qui est aussi intéressant, c'est qu'on a travaillé avec des gens qui ont été un peu sur du proprio, autant ensemble que moi toute seule, qu'on a connu des gens qui finalement ont commencé sur du proprio, qui sont venus avec nous. Et ça, je veux le dire, je le dis sans mauvaise intention, la personne qui va le plus t'appeler quand tu es sur du proprio, c'est qui, Oriane? C'est les agents immobiliers. C'est ça. C'est une bonne source de business pour eux. Oui, exactement. Donc, il faut être quand même sincère par rapport à ça. Donc, maintenant, Oriane, je vais te demander ton point de vue sur du proprio. Mais si tu veux, avant peut-être de te demander ton point de vue, je peux un peu expliquer le mien d'abord. Bien sûr. Si tu veux. Donc, comme tel, du proprio, je trouve que c'est un modèle d'affaires qui est intéressant. En même temps, eux, ils font leur argent à l'affichage. Donc, ils ne font pas leur argent au résultat, mais c'est seulement si les gens affichent leurs propriétés sur le site web. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est intéressant, mais je pense que pour les consommateurs comme tels, ce n'est pas la meilleure option à cause du fait qu'il y a trop de disproportions. Donc, oui, vous pouvez être chanceux et peut-être être comme notre vendeur qui a fait vraiment une belle affaire lors de la vente de son condo. Sinon, je trouve que c'est très possible d'être comme ton vendeur à toi, qui aurait pu vendre son bien beaucoup plus cher, ou comme la dame dont je vous ai parlé à Greenfield Park, qui a laissé l'argent sur la table. Et je me dis que pour un élément aussi important, qui est votre bien immobilier, souvent pour les personnes, c'est leur plus gros bien. Est-ce que vous voulez vraiment prendre la chance d'être celui-là qui se fait avoir? C'est exact. Donc, ça fait vraiment, je trouve, souvent, et c'est ce qu'on a remarqué au final en regardant plusieurs, c'est que ça finit par faire des résultats vraiment déséquilibrés. En fait, c'est soit en partie de l'acheteur ou soit en partie du vendeur.
Et je pense que c'est ce qu'on a souvent vu. En fait, il y a vraiment un déséquilibre. Et quand vous vendez vraiment pas assez cher par vous-même, il faut aussi rajouter donc le temps, votre temps. Le coût qui a été dépensé. Exact. Et moi aussi, la question que j'ai en tête, c'est de me dire si c'était vraiment la clé pour vendre au meilleur prix possible, la majorité des courtiers mettraient leurs biens immobiliers dessus. C'était ça le secret. J'ai vendu la maison de mes parents à la fin de l'année passée. Et je pense que tu sais, c'était un dossier qui était un peu émotionnel pour moi, on s'en souvient. Parce que je veux dire, mes parents, c'est leur retraite. Et pour moi, chaque dollar comptait. Littéralement, chaque dollar comptait. Mais je l'ai mis sur Centris. J'ai travaillé fort. J'ai payé une commission à un autre courtier. Pas que ça me faisait particulièrement plaisir, mais j'ai payé la commission. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé pour obtenir le meilleur prix possible pour mes parents. Exact. Donc, et je pense que je rajouterais même à ton point, en fait, parce que tu nous dis, en fait, que tu crois vraiment que tu es agent immobilière et tu crois donc en ce service. Et juste pour rajouter sur ça, que c'est la même chose de mon côté, moi, j'ai acheté un appartement qui est donc hors Canada, en Espagne. Et j'ai fait affaire avec un agent immobilier. J'aurais jamais été à l'aise de passer par une plateforme outre la langue. C'est même pas ça, en fait. C'est outre la barrière donc linguistique. J'aurais jamais été à l'aise d'aller comme ça dans l'inconnu. Je voudrais toujours être accompagnée, en fait, par un agent immobilier. Donc, de mon côté, pour moi. Entièrement d'accord. Et pour terminer, en fait, on avait envie de vous offrir une manière différente de réfléchir pour que nos auditeurs voient les choses différemment. Oriane, tu t'es dit, OK, à la fin de la journée, ce que tout le monde veut, c'est le meilleur prix dans leur poche. Bien sûr, il y a aussi une abordabilité, donc le fait de pouvoir avoir accès à la propriété. Quel type de solutions tu vois qui n'impliquent pas le fait de juste pointer du doigt les courtiers ou de parler de commission, mais qui sont des vraies solutions moteurs de changement? Donc, effectivement, c'est toujours intéressant quand on commence à parler de ces sujets-là, de voir outside of the box. Et cette pensée-là, en fait, c'est pas moi qui l'ai eue. J'avais un jour parlé avec un courtier immobilier qui appelait beaucoup des Duproprio, qui m'avait... En fait, il m'avait dit ça et ça m'avait marqué, ça m'avait fait réfléchir et j'avais envie de le partager avec vous. Il me disait, tu sais, Oriane, c'est vraiment fou. Moi, j'adore travailler avec des Duproprio. J'aime ça. Ça lui arrivait souvent. C'était comme ça souvent qu'il avait des vendeurs. Et il me disait, mais tu sais, c'est tellement étrange. Les gens veulent tellement économiser. Ils sont concentrés commission, leurs frais de condo qui ont augmenté, les taxes. Puis ils regardent comme ça. Et en fait, c'est ça qu'il m'a dit. Et puis là, j'étais waouh! Quand tu regardes un peu plus loin, qu'est-ce qui coûte le plus cher aux gens? Est-ce que tu sais ce qui coûte le plus cher? Bah oui, c'est les intérêts que tu payes sur ton hypothèque. C'est les intérêts que tu payes sur ton hypothèque. Puis tu sais, je sais que le problème principal, c'est vraiment une histoire d'offres et de demandes. Donc évidemment, on n'a pas assez d'offres. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. On avait même un chiffre à vous partager. Donc il manque 1,2 million de logements au Québec jusqu'à la fin de la décennie pour revenir à une abordabilité des années 2000. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, évidemment que le problème, c'est le manque de logements. Oui, il y a un problème où il n'y a pas assez d'offres et que la demande augmente. C'est ça. Mais c'est quand même intéressant de se dire que... Puis, il y a des économistes qui ont cherché là-dessus, mais c'est quand même intéressant de penser et d'essayer de voir que peut-être c'est le système hypothécaire, il est très différent. Le système hypothécaire canadien est extrêmement différent de l'Europe, même des États-Unis. On penserait que parce qu'on est à côté des États-Unis, ça serait pareil. Non, pas du tout. Donc, tu sais, C'est quoi ces différences? C'est quoi ces différences? Donc, par exemple, nous, au Canada, on a un taux qui se renouvelle habituellement. Moi, je suis sur 5 ans. Toi, 3 ans. Toi, c'est sur 3 ans. Donc, généralement, votre taux hypothécaire va se renouveler après 3 ou 5 ans. Aux États-Unis, c'est le même taux sur toute la durée du prêt. Et c'est la même chose donc pour l'Europe. Il y a une autre différence en Europe. Là, je vais juste vous donner les différences notables. Pour nos auditeurs, si vous n'aviez pas remarqué, Oriane est une grande fan de l'Europe. oui, c'est ça. Mais j'aime bien regarder, en fait, des fois, ce que les autres font pour voir, en fait, pourquoi on est comme ça chez nous. J'aime bien regarder ce côté-là. Et donc, en Europe, dans certains pays, le maximum du prêt pour avoir le taux conventionnel, pas pour avoir les taux plus élevés, ça va s'arrêter sur 15 ou 20 ans. Donc, évidemment, puis là, je voulais donner un autre chiffre. Là, c'est là qu'on voit que c'est marquant. C'est que quand vous payez, par exemple, à 4% sur... Qui est un bon taux, moi, j'ai un bon taux, oui. C'est un taux très respectable. C'est un bon taux quand même, de 400 000 sur 25 ans, c'était un remboursement de 233 000. Et je vais juste prendre une petite pause pour nos auditeurs pour qu'ils réalisent ce chiffre, l'énormité. Donc, c'est-à-dire, répète-le. C'est votre premier achat. Vous prenez un logement de 500 000, vous avez travaillé fort, économisé 100 000. Vous avez une hypothèque de 400 000. Vous dites, OK, parfait, je fais mon hypothèque de 400 000, taux d'intérêt 4% sur 25 ans, qui est un bon
taux, après 25 ans, vous allez avoir remboursé les 400 000 et vous allez avoir payé 233 000 $ d'intérêt pour un total de 633 000 pour le prêt de 400 000 il y a 25 ans. Donc, c'est énorme. C'est vraiment le taux. Il ne faut pas enlever la magie de l'intérêt composé. Il ne faut pas enlever ça, mais c'est juste intéressant de voir, quand tu regardes un peu, OK, oh mon Dieu, mon frais de condo a monté de 20 $, ma taxe. Ouais, mais qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Et c'était vraiment ça, la discussion avec cet agent immobilier. Il me dit, un agent immobilier, tu as un service, tu as quelque chose. Ta banque, c'est vraiment juste de l'intérêt que tu lui payes, pas toute la partie, mais il y a une partie qui est vraiment juste donnée donc, à la banque. Et donc, ça m'avait un peu marqué. Mais il faut vraiment pas, c'est sûr, ça peut faire un énorme débat, mais il faut vraiment pas enlever que c'est une histoire de problème d'offre et de demande et qu'en travaillant là-dessus, on peut améliorer et rectifier et avoir une meilleure abordabilité. Mais il y a aussi souvent, et ça, je trouve ça vraiment curieux que les gens questionnent pas plus que ça leur système bancaire, mais si on questionne le 20 $ de frais de condo de plus, pourquoi on ne questionne pas celui qui est vraiment plus coûteux? Donc, c'était juste le point que j'avais envie de partager. Et c'était quand j'avais entendu parler de ça, donc de ma conversation, ça m'avait marqué. Je voulais partager cette pensée. C'est vraiment des bonnes réflexions. Puis c'est ça, l'idée, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, ce qu'on voulait faire dans ce podcast avec ce sujet qui était un peu controversé, qui touchait les valeurs des gens, justement. On voulait encourager les gens à penser un peu outside of the box, comme on dit, hors de la boîte, et de regarder c'est quoi les autres sources qui affectent l'abordabilité et qui, justement, peuvent complexifier l'accès à la propriété. Donc, on espère que vous avez aimé cet épisode du podcast L'immobilier autrement. C'était l'épisode sur vendre par soi-même. On a hâte de vous voir au prochain épisode.